Commencer, ok. Alors bonjour et bienvenue dans ce podcast présenté en marge de l'édition 2025 de Mémoire de l'avenir, une exposition d'affichage urbain qui met en lumière les œuvres d'artistes établis et de la relève. Cette conversation s'inscrit dans le prolongement de l'exposition autour des enjeux pour comment habiter le monde, laquelle explore les multiples façons d'habiter un lieu, un territoire, une mémoire, un corps. In each episode, artist duos are invited to engage in dialogue, to share experience, gestures, and reflection shaped by different paths. Together, they draw lines of resonance and passage, inviting us to rethink how we inhabit Jojage Muniang, Montréal. Marwan et Lorna, bienvenue dans ce podcast. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. Donc, qui êtes-vous et de nous en dire un petit peu plus sur vos pratiques respectives. So, I'm just going to ask you to present yourself and tell us a little bit more about your work and your practice. Okay, please do. Should I go first? You can start. My name's Lorna Bauer. Thank you for inviting me for this podcast and for the project. I'm an artist who lives in Montreal, from Toronto, Ontario, but I've lived here for about 15 years. My practice really straddles photography and sculpture, and I would say in the last 10 years, I've gone into working in glass, but always kind of in conversation with photography, and so there's always kind of this relationship or this balance between the two, and yeah, that's about it in a nutshell. Thank you, Marwan. Bonjour, hi. Moi, je m'appelle Marwan Sekkat. Je suis franco-marocain, puis ça fait presque une dizaine d'années que je suis au Québec et à Montréal depuis 8 ans à peu près. Du coup, j'ai une pratique en art installatif, majoritairement maintenant. À la base, je viens de plus des arts numériques et je me suis surtout intéressé à l'esthétique du bug, au glitch. Et là, maintenant, je suis plus dans une réflexion d'amener ça avec de la matérialité à travers du textile et de l'artisanat marocain. Où du coup, dans ma pratique, j'ai une réflexion sur l'héritage intrafamilial, ce genre de choses, et voir comment une pratique artistique peut évoquer ces questions à travers les médiums qu'elle utilise. Dans les grandes lignes, c'est ça. Merci beaucoup. Puis, en fait, il y a 3 séquences qui vont vraiment rythmer notre échange. Mais avant de rentrer dans le vif de la conversation, j'aimerais vous poser quelques questions pour mieux vous comprendre. Donc, on connaît un petit peu vos pratiques, mais vous connaître un petit peu plus personnellement. Donc, our conversation will unfold in 3 segments. And before diving in, I would like to ask you a few rapid-fire questions to get to know you better. So, I'm going to start with you, Lorna. Mm-hmm. A border you enjoy crossing. A border I enjoy crossing. When I hear that, I think about like a physical border, but then I'm going to push that idea a little bit further because I think there's a lot of politics right now around borders and all of this that doesn't really relate to my practice, and I'm not sure if I want to get into it. So a border that I enjoy crossing, I would say, is motherhood. So I have a 5-year-old, and so that's kind of not directly connected to my practice, but more always kind of on the outside of it. And I think it's something that a lot of artists are not like always comfortable talking about. So I enjoy it, but it's also something that is, present, and it's definitely something you have to cross and experience, and there's amazing things about it. So I would talk about that in kind of a more abstract way of approaching the question. Merci. Merci. Marwan, on poursuit avec ces questions-là. Une odeur qui te rappelle ton enfance. Une odeur qui rappelle l'enfance. J'ai peut-être une odeur qui est pas très agréable mais qui me rappelle mon enfance. C'est l'odeur des usines de levure. Alors c'est super précis, mais je sais pas si y a ça moi. Peut-être dans Hochelaga ça sent ça des fois. Mais c'est comme du levain en fait. Enfin une odeur parce que j'habitais à Lille petit et il y avait comme une usine de levure pas très loin. Et en fonction de la météo, de l'humidité, tout ça, ça sentait plus ou moins.
Et du coup, il y a cette odeur, comme de la levure, quoi, dans l'air. Je dirais ça instinctivement. Ça marche. Merci. Je poursuis avec Lorna. A word you would like to ban or save. Ban or save a Yes. word? Yes. Oh gosh. I have no idea. A word I would like to ban. I'm not sure if I would want to ban any word. Maybe or save Or hear more, maybe? or hear more. I might have to think about that one. I'm not exactly sure. Marwan, do you have one in mind? A word that you would like to... Bah, tous les mots que Trump veut bannir, j'ai envie de dire, à contre-courant. Mais non, pareil, peut-être plus, en dire plus, mais je n'aurais pas de réponse directe. Est-ce qu'il y a un mot peut-être que tu aimerais entendre davantage ou... Non. Oh, mais c'est... Oh my God! I was like... For On me, est it pas- was like an easy question. But like what the first Because word... you have to think about it. It's something I think you Ouais. have to think about. Oh my God! Because me, the first word I had in mind, like a word that I would like to hear more is love. Oh, Bah wow. Is care. Mais on essaye is trop de joy, vouloir. And yeah. Okay, then I'll piggyback off that, and I think care would be a good one. I know that's a big topic right now in art, and I think it's like kind of, but at the same time, I think it's a beautiful word, and maybe empathy, something like this, especially during these political times. But ban, I'm not sure. Yeah. Je rajouterais humble. Je trouve qu'on parle pas assez de cette notion. Merci beaucoup. Et je vais poursuivre avec une question sur une œuvre qui vous a récemment bouleversé. A work that recently moved you. It could be a book, it could be a movie, anything that recently moved you that you would like to share with us. I would have to say I just came back from Germany, and I saw quite a few amazing exhibitions when I was there. And one of them was Laura Provost. She had a show in Berlin, and she just had one here In at Phi the Center, Phi yeah. Center at the The foundation. foundation, yeah. Phi, and I really, really loved the piece she did here at the foundation Phi, which was in connection with her artist idols, I believe. I hope I'm not messing this up. I don't know if you saw that exhibition, but it was that room Amazing. with the sand and then the pieces hanging. And I really felt inspired by the way that she was connecting her practice to the practice of others. And that's like something that I love to do. And then that I feel like I don't do enough actually. And then when I do it, I'm like, wow, that was so much more enjoyable than kind of making art in isolation or like alone or whatever. And then when I was in Germany, I just got back like 2 weeks ago. She had a show, and I'm completely blanking on the name of the space, but it was very, very different. And it was in relation to the cosmos. And it was kind of like these pieces that elevated, but having just seen her work here in Montreal, and then that piece, it really kind of completed this understanding of her practice and how she relates her work to others, or kind of more kind of, she relates her work and her practice not just within herself, but she tries to like make connections. And that's something that I want to do for my next body of work, is maybe invite people or have it be more of like a experience where it's shared, where it's not just making it in, like I was saying, like in isolation. So I might say that work, or her body of Her work. work, Yeah. Thank you. And you, Marwan? Moi, je dirais, c'est une œuvre qui me reste en tête, là, que j'ai vue il y a 1 an maintenant, l'été dernier. C'était au sud de Paris, un lieu qui s'appelle le Générateur. Puis c'était une exposition de Jacques Perconte, qui est donc un vidéaste français, et qui travaille des techniques de glitch comme moi, enfin plutôt moi comme lui, vu qu'il m'a toujours beaucoup inspiré. Et là, c'est la première fois que je voyais une de ses œuvres installatives, et c'était une projection monumentale dans un hangar.
quelque chose de, je sais pas les chiffres, mais ça devait peut-être faire 20 mètres de longueur sur 5 mètres. Donc vraiment massif. Et je suis resté là 1 heure. J'ai pas vu le début ni la fin, vu que c'est pensé pour ne pas en avoir. Et vraiment, je trouvais ça fascinant. Comment est-ce qu'il joue avec le temps, avec les mouvements dans l'image, les couleurs, tout ça. Donc c'est un travail que je fais depuis longtemps, mais c'était la première fois que je le voyais en vrai, donc ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Et en fait, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet, donc avec les 3 segments qui vont ponctuer notre échange. Et je voulais juste souligner que je trouve ça absolument fascinant qu'on réfléchisse à la façon dont on habite le monde, dont on habite un lieu, dont on habite un territoire, et qu'on soit ici donc sur un territoire non cédé à Tiohtià:ke, Montréal, et que le podcast soit bilingue. There is nothing more like Montrealer to have like a bilingual podcast, and it's just us, and I think it's so fascinating sometimes, from people seeing us from outside, the way that we navigate like a language to another and being able to communicate with each other is just something really amazing, I think. So, premier segment, habiter un lieu, and I'm gonna start with a quote by Felwine Sarr that I'm gonna read in French and I'm gonna read in English as well. Habiter un lieu, un espace, une géographie, ce n'est pas seulement s'y installer. C'est choisir une modalité d'établissement, un mode de déploiement, le type de rapport qu'on entretient avec l'espace qui nous accueille et nous contient. C'est y trouver une place juste. To inhabit a place, a space, a body, a geography is not simply to settle there. It is to choose a mode of establishment, a way of unfolding, the kind of relationship one maintains with the space that hosts and contains us. It is to find a rightful place. Dans un premier temps, je veux juste vous demander, en entendant cette citation, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit, if you want to react to the quote of Felwine Sarr. Sure. Well, I think that quote is really interesting in relationship to the project that we're all kind of taking on for this. If I can speak about that for a minute. Or I don't know if you have plans to talk about that. Oh, yeah, but in this section, so you can tell us a little bit more about your work, maybe in relationship to this quote. Well, I think what's really beautiful about this project as a whole is that it's going to be around the city, and I was thinking about it also over time, and kind of how the posters will sort of degrade, and kind of get soggy and wet and change over time, and then also it's really relating to the city on like a geographical location on a physical way. Yeah. Do you want to share something? Ouais, moi ça me fait tout de suite penser à des parcours d'immigration, à l'idée de trouver sa place quelque part, sa juste place, comme il dit. Puis ouais, c'est des questions qui, je pense, habitent beaucoup d'entre nous et qu'on ne trouve jamais vraiment de réponse. Puis, mais ce qui est intéressant aussi de peut-être laisser ça en suspens, puis se dire que c'est pas forcément grave. Ouais, ça m'évoque un peu ça. Merci beaucoup. Et du coup, je vais commencer avec ma première question de ce segment. What does inhabiting a space mean for you today in your body and in your work? Well, for me, I think that's actually a really pertinent question, because I almost exclusively work in analog medium, because I want to feel a tactile connectedness to the work. And kind of when I studied at Concordia, did my undergrad in photography, and so it was all analog, just starting digital, and then there was this huge push for everything to be digital, and I just kind of lost. There was just something that was missing in that for me, so I really went back to a way of working in analog to feel the work, like literally feel it and be there, and make the piece over a length of time within a space. And so
that's also the same for glass blowing or working in glass, because people often ask me, like, what's the connection? Like, I don't understand how you can kind of work in photography and glass. They're so separate. But for me, it's actually this like alchemic materialism that makes you be in the space and using your body and feeling the work. And then glass blowing, of course, is about kind of breath and air and, you know, making the air visible by kind of blowing into these vessels or these pieces. So for me, that's kind of the way that I think through the piece is trying to connect it back to kind of this tactile experience that is more meaning. It becomes more meaningful to me when I kind of work in that way, that method. Merci, toi, Marwan. Mais j'ai presque envie de rebondir là-dessus, parce que moi, quand j'ai étudié, moi j'ai beaucoup étudié l'audiovisuel, puis la création numérique, et ce qui est intéressant, c'est que moi, tout de suite, tout était déjà numérique, quand j'ai appris à utiliser ces médiums-là, et dans ma pratique, là maintenant, j'essaye de leur donner une matière au numérique, et je questionne le numérique presque dans sa matérialité. C'est un peu ce que je fais dans ma pratique, c'est de voir ces images de pixels, mais essayer de manipuler les pixels comme quelque chose d'organique, quelque chose qui bouge. Je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dedans. On a besoin de revenir à la physicalité pour habiter l'œuvre. Mais peut-être pour rebondir plus sur ta question de base, moi j'ai l'impression que mon travail artistique questionne toujours où j'habite et d'où je viens. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise. J'ai perdu le fil de ma phrase. D'où tu habites et d'où tu viens, comment... tu veux que je reprenne la question Ouais, je veux bien, comme ça va me... Qu'est-ce que ça veut dire habiter un lieu, un espace pour toi aujourd'hui, dans ton travail et aussi dans ton corps? Ouais, du coup, cette question de... l'œuvre questionne forcément d'où je viens et quelle place je vais trouver ici, par exemple au Québec pour l'instant, en tant qu'immigré français, en tout cas franco-marocain. Mon père lui-même était immigré, donc il y a comme un truc de suivi comme ça, et presque, cette suite crée presque une perte, où du coup l'héritage marocain peut paraître lointain. Et à travers mon travail, c'est une façon peut-être pudique d'approcher cette question très intime, de retrouver sa place là-bas, à travers l'utilisation de thèmes ou de techniques artisanales. Du coup, ouais, c'est vraiment, c'est presque au centre en fait de mon travail, cette question d'habiter des espaces dans lesquels je suis ou je ne suis plus. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ces réflexions traversent notamment l'œuvre que tu présentes dans le cadre de ce projet et une série que tu as débutée? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Du coup, l'œuvre que je présente dans ce projet s'appelle La Porte Sbata. Puis pour juste parler du titre, Sbata, c'est un quartier à Casablanca, en périphérie de Casa, dans lequel habitaient mes grands-parents. Donc j'y allais tous les étés quand j'étais petit. Et donc pour moi, c'est vraiment un quartier qui a une forte valeur émotionnelle, parce que c'est vraiment mes vacances d'enfant. Donc l'œuvre représente une sorte de motif géométrique. Et en fait, c'est un motif qui était sur la porte de l'immeuble de mes grands-parents. Donc c'est quelque chose comme ça qui est resté ancré, parce que c'est quelque chose que je voyais tout le temps. Et du coup, c'est une forme comme ça qui, pour moi, évoque tous ces souvenirs d'enfance et ce quartier précisément. L'image, donc, elle est glitchée. Donc il y a comme plein d'erreurs numériques dessus, comme pixelisé, tout ça. Et pour créer cette déformation, j'ai utilisé des vidéos de l'Atlantique. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté comme si c'était des vagues, tout ça. Et du coup, l'Atlantique qui fait le pont, en fait, un peu symboliquement puis physiquement, entre Casablanca, la France et ici, le Québec. Donc je trouvais qu'il y avait comme un pont de tout ça. Et du coup, l'image de la porte s'efface au profit de ces déformations. Donc c'était pour évoquer aussi cette idée de mémoire qui se déconstruit. Enfin, plus on avance, plus on oublie des choses, ou en tout cas il nous reste des brides plus ou moins précises. Donc c'était un peu pour évoquer tout ça en même temps, les souvenirs, mémoire de l'avenir, tout ça. Souvenirs qui s'effacent mais qui restent,
et le déplacement, l'immigration à travers l'océan. Merci beaucoup. Et Lorna, peut-être que je te demandais de nous parler un peu plus spécifiquement. Can you tell us a little bit more about the project that you're presenting, part of this exhibition, and in relationship to the way we specifically inhabit Montreal? Yeah, and I know that part of this project was kind of connecting our artworks as well, or like our practices, and so I discovered your practice through this project. And if I understand correctly, you're kind of working with the glitch, right? Ouais. And I think there's something, even though it might not be obvious at first, but I think there is something kind of interesting that a common denominator is that even though I'm working with the analog, in a way I'm working with the glitch, but the analog glitch, because I'm kind of embracing these mistakes, whether it be black and white with black and white film, using expired film, or in the case of this project, the image that we chose is a multiple exposure using different filters, so that I'm pulling out colors that are actually aren't really there. So it's kind of like this, capturing a moment that is only possible within the film, if that makes sense. Yeah. And then kind of connecting that to your practice, if I understand it. You're kind of pulling out something that's not there, that's not necessarily... It's creating a moment from... that's only possible within the realm of either the glitch analog or the glitch digital. Yep. That doesn't exist. And so the piece that I'm presenting is a 4x5. It was a 4x5 negative, so analog 4x5 with like a large 4x5 camera, taken here in Montreal, and it's the only project that I've ever done in Montreal that I was telling you about. So I really like that, and it was taken 2 summers ago. Kind of, I think, just coming off the pandemic, but and also, like I mentioned earlier, now that I have a kid, it's not as easy to travel. So I was trying to make a piece that was not me going, I often go somewhere and travel to make work. And I was like, okay, what happens if I actually bring it back to where I am, where I live? And so it's in a location that's about a 5-minute walk from my house, but it's a former, it's a garden, a community garden that's been locked, like it's been abandoned and the city locked it because it's contaminated with garbage, and so the soil was contaminated, so they locked it off. And I convinced a neighbor to give me the key, the code. Maybe I shouldn't be saying this. Maybe you shouldn't. That's a broader role. And so I started photographing there, and so it's very much about Montreal in that sense. And so I think it's nice for me to see it kind of going back onto the streets of Montreal, and it's also about this kind of, like I said before, kind of this alchemic or chemical connection that I was making, because I was shooting black and white and color, and with the black and white, as part of this series, it was with this expired Polaroid film. So the chemicals, you literally brush the chemicals across the film on site, and then the site is also contaminated by the chemicals, and so I was thinking about it in those terms. Merci beaucoup. Puis je voulais juste souligner, notamment dans le choix de l'œuvre de Lorna, et je trouve ça vraiment fascinant parce que de prime abord, on ne voit pas nécessairement le lien entre vos pratiques, et c'est Lorna qui le soulevait justement. Elle disait, mais cette notion de glitch, elle apparaît dans mon travail, mais peut-être de façon plus métaphorique ou de façon plus symbolique, et une fois qu'elle l'a révélé, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de tellement fort dans ce dialogue-là, et de le voir déployer sous différentes formes, je trouve que c'est un très très beau duo. Je poursuis maintenant avec le second segment, qui est la politique de la relation, parce que je pense qu'il y a quelque chose de central dans cette notion d'habiter un lieu, d'habiter un territoire, d'habiter une mémoire. C'est vraiment aussi comment on habite ces espaces, non pas juste
par notre présence physique, mais aussi par les relations qu'on y bâtit, par les liens. Et je pense souvent à cette notion de maison. Pour moi, la maison, c'est plus un lieu, mais c'est vraiment des individus. C'est vraiment porté par des relations que j'ai pu bâtir. Et j'aimerais, dans ce second segment, vraiment axer la discussion sur cette notion, justement, de relation, en commençant par une citation de Felwinsar, que je vais lire en français et que je vais lire ensuite en anglais. Alors, être, c'est être relié. La relation nous accomplit et nous révèle. C'est par ce quoi s'articulent les êtres, les choses, ainsi que les éléments d'une totalité. To be is to be in relation. Relation fulfills and uplifts us. It's through relation that beings, things, and the elements of the whole articulate. And I think it's fascinating because the quote in French is so much powerful that in English, I think in English it's just something is missing, but I don't know. Maybe it's my translation. I'm sorry about that. But before starting with my question, again, I'm going to ask you how this quote resonates with you or with your work. Could you say the quote again in English? In English, maybe there is an issue with my translation because honestly, in French, it's so beautiful, but okay. To be is to be in relation. Être, c'est être relié. To be is to be in relation. Maybe my translation is not good enough. Relation fulfills and uplifts us. La relation nous accomplit et nous révèle. Et nous relève, pardon. C'est par ce quoi s'articulent les êtres, les choses, ainsi que les éléments d'une totalité. It's through relation that beings, things, and the element of the whole articulate. Does it make sense to you? I think so, yes. Yes? Maybe I'll let you go first with this one. It's fair. Ouais, j'ai l'impression que ça évoque un peu l'idée qu'on existe au regard des autres aussi, puis de qu'est-ce qui nous projette de nous, enfin en tout cas qu'est-ce qu'on fait exister de nous au regard des autres. Moi je le vois un peu dans cette partie-là, et du coup que notre travail c'est un petit peu une partie de nous qu'on laisse dévoiler, plus ou moins subtilement. Ouais, je dirais ça. I'm really thinking if there is any issue with my translation. Right now I'm just... It's more like abstract, and so I'm trying to think about how it might, what I could say that would add to the conversation. Okay, but I can ask questions if you are comfortable with that. So, talking about relations, so something I really wanted to know about this project is what unexpected or invisible connection or relation do you hope to activate through this exhibition? Because, when most of the time you have an exhibition in a gallery, in a more conventional space, the relationship with the work and the connection is mostly through the public visiting the space. And I do think those type of projects are so important because those space also you have access to them because you have also a symbolic, un capital symbolique. You have also, in a way, you are comfortable navigating galleries and museums and those type of spaces. But here you're working in connection with completely strangers that, and I think the first time I encountered the Mémoire de l'Avenir, even as a curator and seeking art, so as a work, it was in a kind of a small and weird street, and it was fascinating to me to be in front of an amazing and powerful art piece in this context. And so my question to you is that what type of connection do you seek through this project, but maybe something invisible, but also something more concrete, like what type of relationship you're trying to create through? I think what's really beautiful about this project is that
when we're on the street and when often you see posters and all of this, it's usually related to kind of capitalism and people trying to sell you something or advertising. And I think when you are walking and you see posters or this type of thing, you for me, I automatically assume it's someone trying to sell me something, and it's about taking. And I feel like this is about giving, and it's kind of like this unexpected moment or encounter where it's trying to create something beautiful and meaningful in spaces that are typically not that are typically trying to sell you something. And I think that's really great about the project. And I also feel like it's so Montreal. I feel like it's like a Montreal project to kind of connect with the street, wanting to connect, kind of expand, get out of the exhibition space, think about art as not within these predetermined spaces, and there's nothing wrong with that, but just kind of pushing the limits or the boundaries of how you can experience artwork. And then I also think that what's interesting about this project is that it's not about preserving. So a lot of the times when you have artwork in galleries, it's all about preservation, climate control, how your body moves through that space. And this is the opposite of that. It's like you put it out there and it's going to get dirty. It's going to degrade. You might have graffiti on it. You don't know who's going to encounter it. And you're just kind of accepting those conditions. So you're not trying to control it in the same way. It's this lack of like trying to control the work. It's just putting it out there. And yeah. Et c'est même très lié au glitch, en fait, cette partie-là. Enfin, c'est comme si les gens allaient rajouter du glitch et de l'erreur dans nos trucs. Fait, c'est limite, venez. Venez scratcher les trucs. Ajouter. Enfin, pas tout, parce que sinon, ils vont pas être contents. Tu l'as dit en vidéo, hein. Venez. Est-ce que tu assumes Bah, si c'est joli, ça me va. Non. Mais oui, par rapport aux relations donc, qu'on attend... moi, je trouve ça tellement plus puissant d'aller sur quelque chose qui parle qui peut être vu par tout le monde, parce qu'on sait que dans les galeries, tout ça, c'est pas tout le monde qui va voir des shows d'art. Et moi, j'adore ça, mais je sais qu'il y a un petit côté entre soi quand même là-dedans. On accède à ces espaces, ça nous apporte une certaine légitimité, tout ça, que j'embrasse complètement. Mais là, le fait d'être dans la rue, puis par monsieur et madame tout le monde, comme on dit, je trouve ça tellement plus intéressant et puissant. Et c'est un peu pour ça aussi que moi, dans mon œuvre, par exemple, j'ai mis le nom du quartier directement dans le titre, parce que je le vois un peu comme un clin d'œil à la diaspora marocaine ici, que j'ai pas forcément des contacts très forts, mais je le vois un peu comme ça, comme un peu un pied, en mode hey, on existe, on est là. Et c'est un peu mon envie, quoi, que des gens fassent ah, je connais ce lieu. Ouais, c'est un peu ce genre de truc, dire que c'est là, puis qui le cueillera. Merci beaucoup. Puis juste pour rebondir sur le fait que ces rencontres un peu inattendues aussi avec ces œuvres, à quel point je les trouve puissantes en même temps. On évoquait justement cette question des galeries, des musées, et je pense qu'il y a aussi, de façon très réaliste, une violence qui s'exerce dans ces espaces-là. Il faut avoir un capital symbolique. Lorsqu'on est dans une galerie, il faut avoir la posture appropriée. Il y a cette distance aussi entre l'œuvre et le public, donc, qui est notamment liée à toute la sacralisation en histoire de l'art. Donc on a le sacré qui est représenté par l'œuvre et le profane qui est représenté par le corps du spectateur, de la spectatrice. Et donc toute cette émotion autour de l'œuvre, s'il lui arrive quoi que ce soit, mais moi aussi dans cet espace-là, mon corps est d'une certaine façon... je sais pas, moi je suis dans un musée, je tombe et l'œuvre qui est accrochée, le dispositif s'effondre, en fait on va être davantage inquiété par le dispositif et l'œuvre que par la présence physique dans l'espace. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est en fait de déconstruire ce rapport-là et de repenser un petit peu et déconstruire cette sacralité et cette distance entre nous spectateurs et l'œuvre, et d'avoir la possibilité non seulement de les toucher, d'en s'en rapprocher de très 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 près, et d'avoir cette dégradation que vous mentionnez. Et je trouve ça absolument fascinant, parce qu'on est quand même sur des œuvres, et pour l'ensemble des artistes qui sont présents dans cette exposition,
d'un calibre muséal, des œuvres qui sont sensibles, des œuvres qui sont aussi qui ont des messages très forts. Et donc en ça, moi, je vous remercie de permettre de désacraliser d'une certaine façon aussi cette posture qui est la vôtre d'artiste et d'entrer en contact avec les citoyens et les citoyennes de Montréal et mémoire de l'avenir d'exister et de permettre ces magnifiques rencontres. Enfin, on va passer à la section et au segment 3 sur imaginer autrement les mondes à venir. Et dans cette section-là, c'est vraiment beaucoup plus un regard tourné vers l'avenir. J'avais ma question en anglais, mais là, je me dis, je vais d'abord la poser en français et je vais poser une seconde question à Lorna en anglais. Marwan, je m'excuse, c'est une question qui est très philosophique. Allons-y, vas-y, je pense. Et tes réponses depuis tout à l'heure me font comprendre que tu as la carrure pour répondre à des questions philosophiques. Si habiter l'infini du monde est possible, okay. Que doit-on désapprendre pour y parvenir? Ça, c'est ma question pour toi. Et si on peut habiter l'infini du monde aussi à travers l'art, à travers une pratique, à travers une œuvre, qu'est-ce qu'on doit désapprendre pour y parvenir? Est-ce que je peux te demander ce que tu entends un peu par infini du monde? Ce que j'entends par infini du monde, c'est que je renvoie à... donc ça, c'est une citation notamment de Felwinsar. Donc Felwinsar, qui est un penseur et économiste sénégalais, et qui donc a écrit un ouvrage qui s'appelle « Habiter le monde », et dans lequel il interroge la façon dont on habite le monde, et notamment lié aux relations qu'on entretient avec les individus, le territoire, etc. Et dans cet ouvrage, il dit, dans un premier temps, que avec les technologies contemporaines, on a la possibilité normalement de pouvoir habiter le monde de façon pleine et entière, parce que je peux prendre un avion aujourd'hui, je peux décider d'aller me retrouver à l'autre bout du monde, j'ai la possibilité de rentrer en contact avec d'autres cultures, la possibilité de faire toutes ces choses-là, mais que malheureusement, cette façon d'habiter le monde, elle est entravée pour une partie de l'humanité qui est encore subalternisée, et notamment à cause de la question des passeports. Je ne peux pas circuler, je ne peux pas... le monde, mais il est disponible, mais pas pour moi. Et donc c'est un élément qu'il renvoie, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a la possibilité tout de même, à travers l'art, à travers l'imaginaire, pour ces personnes-là, d'habiter cet infini du monde, d'habiter toutes les possibilités, et donc par notamment l'intermédiaire de l'art. Plus spécifiquement, comme il le mentionne dans son ouvrage, mais pour moi, je le prends beaucoup aussi comme une façon plus concrète de se dire que l'infini du monde, c'est l'infini de nos relations, c'est pas juste arpenter des territoires, mais c'est comment être pleinement ancré dans un territoire et être en connexion avec la nature, d'être en connexion avec l'autre, être en connexion avec l'ensemble du vivant, notamment d'où la citation que je faisais précédemment sur être relié. Pour moi, c'est vraiment être pleinement relié. Et donc, ça, c'est de ma compréhension. L'infini du monde, pour moi, il se manifeste ainsi. Et peut-être que pour toi, l'infini du monde, c'est l'infini de ton salon, ou qu'il y a pas de... Il y a une finitude pour toi, mais... voilà, je sais pas si ça aide. Non, ouais, ça peut me... ça donne des pistes, en tout cas. Moi, j'y vois directement une question décoloniale aussi. Quand tu parles des problèmes de passeport, tout ça, c'est quand même assez fou. Moi, je suis français, donc immigrer au Québec, c'était des papiers, mais c'était quand même globalement facile. Même si je ne remets pas en doute que c'est compliqué pour beaucoup. Mais quand je compare avec d'autres parcours d'immigration, d'autres personnes, ça n'a vraiment tellement rien à voir, c'est aberrant. Et du coup, il y a ça. J'y vois aussi du coup, des questions de lutte de classe aussi. Donc comment, oui, le monde, on peut l'habiter et tout, mais c'est pas tout le monde qui prend l'avion tout le temps. Et puis même des gens qui peuvent prendre l'avion maintenant avec les questions écologiques et tout, s'empêchent de le prendre. Ce qui est respectable et très bien, mais en contraste à d'autres qui ne s'empêchent pas de le prendre en termes d'opportunités que ça crée et d'ouverture au monde. Enfin, il y a un parallèle qui ne se fait pas bien. Donc j'y vois beaucoup de lutte aussi dans cette question de l'infini du monde. On a une place à se faire, puis une place à prendre, on va pas nous donner l'accès à tout ça.
Donc j'y vois pas mal ces questions de lutte là-dessus. Mais la question du vivant aussi que tu évoquais me parle beaucoup. C'est toute une réflexion dans mon travail aussi que j'essaye de merger avec plus mes questions décoloniales et intrafamiliales. Mais il y a cette idée aussi de comment l'espèce humaine se centralise dans le vivant, puis sans être peut-être antispéciste, mais il y a un peu cette question-là aussi de valoriser ce qui nous entoure, puis le considérer aussi. J'avais lu il n'y a pas longtemps un ouvrage sur cette question de la nature dans l'art, et comment pendant longtemps la nature était juste un décor pour les humains, mais comment dans les peintures on ne pouvait pas distinguer quelle plante était laquelle, et donc comment est-ce que c'était juste vécu comme le transfert de nos émotions, la rose c'est l'amour, tout ça, mais comment c'était jamais vécu comme un sujet, et comment ça pouvait être aussi problématique du coup dans notre façon de penser le monde. Donc je ferais bien aussi avec cette idée-là de se sentir dans un grand tout et d'être humble là-dedans. Dans tout le monde. Ouais. Du coup, je vais reboucler avec ma réponse du début, mais être humble dans ce monde, je pense que ça, en tout cas, c'est une piste pour l'habiter. Merci. J'étais assez philosophique, c'est bon. That was too deep. Way too deep. Too fast. So I'm just going to ask the same question, but again. So I don't know if it will be as beautiful in English as in French. I expect Marwan to be this deep. He was talking about ecology, talking about decolonial. J'ai voulu tout I mettre. don't know if I want to go after this response. Sorry. So, I'm going to go with another question for Okay, you. perfect. If you have a word, an image, or a gesture that you would like to share as a as a balise, as a way for us to inhabiting tomorrow. I think that I don't know, kind of like I was saying about connectiveness, and the fact that you're asking these questions, I think is the most important thing, because I think right now it's kind of a time when we all feel a little bit alone, a little bit isolated, and this project, but even us coming together to do this podcast, or meeting here, you posing these questions is a way to try and bridge those connections and make connections. And I think it's the gesture. That gesture is the thing that's the most important. And I know for me, I just feel like I'm one person, and what can I do? But and this question is so open, but you're asking it, and we're trying, and we're trying to be here and trying to do things. And I think it's that little grain that is the most important thing. If that answers the question at all. Yes, it does. It does answer, and maybe the answer is just to first of all start the conversation. Exactly. Yeah. Yeah. So I'm just gonna finish by asking you if you want to ask each other a question about anything. It could be about your work. It could be about something that you said earlier. So we're gonna finish by letting you ask the question maybe to each other. Okay. Maybe I have something. I'm interested in the glitch. Yeah. Well, it's a kind of a connection, and I used to say I work with a phrase that is l'erreur est aubaine. L'erreur est aubaine. The error is like a mistake is an opportunity. Oh yeah, okay. Something like this. Bon. And in my way to work is like I creating moment of mistake on purpose, and I'm taking some part of this mistake to do my art, and I'm curious to know what is your relation to that, and how you use glitch or whatever you name it in your work. Merci, thank you for saying this in English. But I feel like it was really intuitive of you to
to put us together, because I think on the surface our work does seem quite different, but actually I feel like we're working with a lot of the same principles, just using different tools. And I'm also interested in the glitch, but I wouldn't call it a glitch because it's analog basically. But I think there's there's this certain beauty to photography that's always about accident. This is like a topic that is often brought up when in relation to photography and accident, etc. But for me, I try and evoke that or approach that through the chemical accident, and I think you're doing that more through the digital. Yeah. But they have the same interest or they have the same desired outcomes where we're setting up, for me, I'm setting up circumstances where I'm welcoming the accident, and then I embrace that or even try to encourage it in some way. Yeah, I think we do the same, but different medium. It is actually fascinating, the connection that and the way you approach the error and the glitch, that it's not really a glitch, but it's really fascinating. So do you have a question for Marwan? No, I think we could just continue with this. I'm not sure where to take that. I mean, I was sitting here trying to listen very intently on what you were saying about the some of the ideas behind your work, and like I was saying, I was introduced to his work for the first time through you, and I saw it more on like a technical level, and so it was interesting to me to hear about these really family or familiar inspirations for you, like your family, if I understood correctly, and those connections, and how it's not just a technical about the glitch, but it's got you have these layers, right? That, if I understood, that are all very personal, because I think the glitch is something that's quite cold in a way, and so I think that tension is really beautiful and really interesting, if that's what I understood. Yeah. Maybe I'll respond in French. It's easier for me. Mais ouais, bah, le glitch numérique, à la base, je l'ai vraiment utilisé comme une esthétique qui m'a plu à maîtriser, plus comme un défi technique. Puis après, dans mon parcours artistique, il y a été comment je l'utilise. Je raisonne beaucoup en un médium, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, puis comme une sorte de grammaire de création. Et j'utilise donc ça au service d'un propos. Puis ouais, du coup, l'histoire familiale, d'immigration, tout ça. Du coup, je l'ai relié à ça. Mais il y a aussi beaucoup la matérialité que j'essaye d'amener, plus avec du textile, donc de la broderie, du tissage, qui se retrouve pas forcément dans le travail que je présente là, mais qui est tout un autre pan. Où du coup, je reproduis des images numériques en textile. Et où là, du coup, ça apporte une matière, ça apporte d'autres erreurs, d'autres textures, puis plus de profondeur aussi. So you take the glitch and you then translate into a textile. Yeah. So I feel like it's that's really interesting, because it's going from sort of this cold digital back to this like familiar place, this inspired by your family, if I'm understanding, and your experiences for your family in Morocco and then France, right? And so it's kind of this back to almost a craft. Yeah. Right? Back to kind of a if we want to kind of have the two opposite ends of the scale, the tactile or the kind of digital, colder, numerique. And so I feel like you're kind of ping-ponging between, and that adds a lot of warmth and depth to the work. Ouais, c'est clairement ce que j'essaye de faire, rajouter de la profondeur, puis utiliser comme ça, j'utilise beaucoup de cross-stitch, point de croix,
Et il y a comme un lien direct entre les pixels de l'écran puis les pixels de tissu que ça fait. Donc je joue aussi beaucoup de ça, mais en même temps je trouve que c'est intéressant parce que c'est un médium un peu de grand-mère, un truc pas très... même si on le voit beaucoup maintenant là qui revient beaucoup à la mode, mais il y a quand même tout un background plus... c'est ça, craft. C'est pas noble comme matière. Et ça m'intéresse beaucoup de travailler ça justement. Merci infiniment Lorna et Marwan, dans un premier temps d'avoir accepté de jouer le jeu et de vous poser des questions. Merci d'avoir répondu à mes questions qui parfois étaient peut-être un philosophiques mais en même temps étranges, avec autant de care, d'humilité aussi. Et c'est très riche d'apprendre sur vos pratiques respectives. Thank you Lorna for understanding me trying to speak English and trying your best to understanding all my questions. I'm really excited about this project, and thank you so much for trusting me and being part of this new edition of Mémoire de l'avenir. Thank you. Thank Merci you so beaucoup. much. Thank you. Merci.